Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire qui a tout pour thématique transformer un prospect en client. Donc, on va faire les caps sur le processus de vente. Je me présente, je m'appelle Anne-Laure Rechaep, je suis conseiller création à la mission création reprise à la CCI d'Euro et je suis basée à Montpellier. Je souhaite la bienvenue à Muriel Morvan. Muriel, je te laisse te présenter. Merci Anne-Laure, d'abord de cette invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Muriel Morvan, je suis consultante formatrice et co-dirigeante de Cap Développement et Compétences. Nous accompagnons la création, mais aussi le développement, l'organisation et le repositionnement des activités des TPE, PME et structures de l'ESS qui sont présentes en Occitanie. Nous déployons nos expertises métiers sur des actions courtes et précises qui normalement favorisent la prise en main de nouvelles méthodes de travail grâce à un concept opérationnel. Vaste sujet, hein. Merci beaucoup. Sujet. Donc, on va rentrer dans notre webinaire. Alors, vous voyez là sur l'écran que, en fait, on a 5 étapes de la vente. Il faut savoir, parfois, on peut ajouter plusieurs, mais l'essentiel, ce sont vraiment ces 5 étapes-là. Donc, première étape, c'est l'accueil. Forcément, on commence avec l'accueil. Deuxième étape, l'exploration de besoins, la reformulation et quatrième point, la proposition et la négociation. Et le cinquième point, c'est la conclusion. C'est ça. Donc, ces 5 étapes, on va donc rentrer dans les détails et tu nous expliqueras un peu plus, parce que là, ça a l'air facile, mais bon, à voir. Hein. OK, première étape, c'est donc l'accueil. L'accueil, d'abord, c'est le premier contact normalement avec notre prospect ou notre client habituel. Il ne faut pas oublier que cette étape, en fait, se rejoue à chaque fois. C'est important de l'avoir à l'esprit. C'est l'étape primordiale avant chaque acte de vente. C'est 20 secondes. 20 secondes. Pas plus? Non. Non, c'est rien, c'est plaf. C'est plaf, exactement. Ces 20 secondes, elles vont conditionner 80% de l'acte de vente. Donc, on n'a pas intérêt à le louper, hein, c'est ça? Non, exactement. En fait, c'est assez simple. Il suffit d'avoir une attitude professionnelle, de respecter les codes professionnels en vigueur dans la profession, d'être bienveillant, d'avoir envie de rendre service et 2-3 petites choses qui appartiennent à la personnalité de chacun d'entre nous et tout va bien. Alors, première question à notre public. Qui est-ce qui a déjà vécu un accueil, comment on va dire, compliqué? Compliqué. Et surtout, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel a été votre comportement de consommateur après cet accueil compliqué. J'ai hâte de voir vos réactions. Alors, si tu parles si tu dis que l'accueil est un point très important, c'est là où, forcément, on va rentrer en contact avec les clients et pendant ces fameux 20 secondes, on va donc engager une relation de confiance. C'est bien ça. C'est ça, complètement. Il faut accueillir le client, il faut lui donner envie finalement de rester déjà sur le lieu de vente, ou bien aussi lorsqu'on se déplace, parce que là, on est en train de se projeter sur on va dire, l'éventuelle arrivée d'un client dans une unité commerciale. N'oublions pas que parfois, on a besoin aussi d'aller à la rencontre de nos clients lorsqu'on se déplace pour faire de la prospection. Et ça se joue de la même manière. On a 20 secondes finalement pour faire une première bonne impression. Donc, pour faire une première bonne impression, mais aussi pour installer quelque chose de relation, une relation de confiance. Mais la question qui tue, mais comment on va pouvoir installer une relation de confiance? Alors, ça va se jouer sur un comportement général.
La communication en elle-même, elle va d'abord se baser sur le non-verbal, puis sur le paraverbal, pour enfin se diriger sur le verbal. On l'explorera peut-être un petit peu plus Je tard pense, ouais. dans Je pense que ça va être nécessaire. dans notre avancée. Mais voilà, il s'agit juste d'avoir à l'esprit que notre corps va parler avant nous. Donc, il faut déjà, pour revenir sur l'accueil, avoir une attitude plutôt ouverte. Donc, on est droit, Ouais. on donne envie, on est souriant. Voilà. Si on est renfrogné et si on va se cacher, évidemment, ça ne donnera pas le même effet du tout. On en parlera plus dans les détails tout à l'heure. Alors là, j'ai une réponse de Fanny. Moi, je suis allée voir ailleurs, carrément, hein. Ah, oui, Car pas de sourire, pas personne qui soupire, enfin la personne qui soupire, et j'ai compris que j'ai dérangé. Bon, ouais, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire, hein. tout ce Donc, qu'il ne faut pas Fanny, faire. vous aviez raison de partir ailleurs parce que cette personne-là ne mérite pas vos achats, hein. 80% de la vente. Donc, merci Fanny de confirmer cette statistique. Ok, donc, premier point, l'accueil primordial. On a vu, on est souriant, on est accueillant. Sinon, on fait fuir les clients sinon, comme Fanny. exactement. Hein. Et encore une fois, c'est tout aussi valable pour un premier contact que pour une relation dans le long terme. Un client qui est habitué à venir ou que vous connaissez déjà va attendre la même qualité d'accueil. Si ce n'est plus, en fait. Parce qu'il va falloir aussi peut-être le reconnaître, le considérer à ce moment-là. C'est aussi ainsi qu'on va fidéliser le client. Ok. Ok. Premier point, on l'a abordé. Donc maintenant, on arrive à l'exploration de besoins. Mais alors, grande question, comment on va faire? Comment on va l'explorer? Est-ce qu'on a une loupe? Est-ce qu'on a... Enfin, explique-moi, hein. Alors, presque en fait, l'image qui représente l'exploration des besoins est très significative de ce qu'on va faire. On va observer à ce moment-là notre client, on va essayer de le lire en quelque sorte. Il est nécessaire, et cette phase est tout aussi importante que la précédente finalement, qu'on obtienne des informations. Au fur et à mesure de cette exploration des besoins, on va pouvoir réutiliser au fil finalement de notre acte de vente. On a besoin d'avoir des informations sur le besoin de notre client, mais on a aussi besoin d'avoir des informations sur la personnalité de notre client. Et l'exploration des besoins, finalement, c'est l'art de questionner sans donner l'air de questionner. Oui, il ne faut pas que ce soit un interrogatoire, hein. Non, 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 c'est loin de... Et justement, ça doit être dans l'échange, ça doit être dans un échange. La posture, à ce moment-là, va plutôt se situer vers la bienveillance, vers un intérêt sincère, authentique. Plus le client va ressentir que vous êtes authentique dans votre démarche, plus il aura tendance à livrer des informations qui nous sont utiles. Donc, il faut vraiment que je m'intéresse à la personne que j'ai en face de moi, quoi. C'est pas... mais sincèrement. Ouais, d'accord. Sincèrement. Bah, de toute façon, dans la vente, il faut toujours être sincère parce que la personne, elle sentira tout de suite que vous ne l'êtes pas, hein. Alors, j'ai souvent l'habitude aussi à expliquer sur les équipes de vente qu'il faut aimer son produit, qu'il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'a pas un minimum vraiment d'intérêt personnel pour ce qu'on vend, ça va être très, très difficile de convaincre. Je confirme, hein. Si tu as un produit que tu dois vendre et que tu n'aimes pas du tout ou que tu n'es pas convaincu de ce produit-là, là, on rame, hein. On rame beaucoup. C'est ça, c'est ça. Alors, quand on va explorer le besoin, si j'ai bien compris, ça se passe par le questionnement, Ça passe par le sans que questionnement. ça soit un interrogatoire, donc il faut faire attention à ça aussi. Alors, il y a de différents types de questions, hein. Toujours dans l'exploration de besoins, on aura 3 types de questions qu'il faut absolument poser à chaque phase d'un processus de qualification. C'est bien ça? C'est pas aussi tranché en somme, parce que si on devait justement le prévoir aussi
aussi strictement que ça se sentirait aussi. Il faut avoir à l'esprit qu'on va utiliser donc les 3 types de questions qui apparaissent, les questions ouvertes ou fermées. Si on reprend une définition simple, une question ouverte ou une question fermée, question ouverte, c'est une question qui va nécessiter une réponse avec des explications. Une question fermée, on y répondra par oui ou par non. Les questions d'exploration, elles sont utiles pour pouvoir creuser davantage sur où le besoin a une place ou sur la personnalité du client. Et les questions de confirmation vont rejoindre la phase suivante, mais on en parle un petit peu plus tard. Donc, tu penses qu'il faut pas toujours poser ces questions-là, mais il faut les avoir en tête. Il faut les avoir en tête. En fait, il faut les avoir préparées déjà. Mhm. Normalement, on a préparé, on connaît son produit, on sait peut-être justement faire le lien entre ce qui va pouvoir intéresser tel profil, et on va essayer d'aller sonder finalement à quel endroit se situe le client, d'abord aussi dans son acte d'achat. Il y a une petite technique aussi pour savoir si on est en train de perdre son temps ou pas quand on est sur un acte de vente. Parce que le temps, on le sait, c'est de l'argent pour un commercial, pour un vendeur. Il est nécessaire déjà d'identifier si la personne qui se présente est réellement acheteur. acheteur. On peut tout à fait être en train de faire un après-midi shopping sans avoir du tout l'intention d'acheter quoi que ce soit. Évidemment qu'il faudra adopter une attitude professionnelle renseignée parce que ça va aussi nous garantir que le prospect puisse revenir. Oui. Encore une fois, on revient à cette notion d'accueil. Même si parce que le lundi, je peux venir être un peu embêtant et faire que de lèche-vitrine. C'est ça. Alors que le vendredi, je fais le vrai shopping. Donc, exactement. On ne sait jamais. Il faut toujours conserver cette attitude positive, professionnelle, qui donne envie de revenir, quoi qu'il en soit. Quand on est réellement en train d'expliquer ou de voir à nos clients s'intéresser à un produit, on va quand même passer par 4 étapes concernant justement le besoin en place. Donc, l'acronyme en question s'appelle le BANT. B-A-N-T. C'est un acronyme qui est tiré d'un anglicisme. Désolée pour ceux qui... Désolée, je sais. Mais en commercial, en marketing, on utilise beaucoup de ce type d'acronyme. Donc, je vais vous en faire un petit explicatif simple. Le BANT, c'est déjà passer par le B de budget. On va déjà aussi, au moment de l'exploration des besoins, voir, essayer de comprendre quel est le budget que le client veut allouer à son achat. On le demande tout de suite. Non. OK. Non, bien évidemment, on va trouver le moment opportun peut-être pour poser une question pas complètement directe, quoique à un moment, pourquoi pas. Est-ce que voilà, vous avez déjà fait des recherches sur le produit que vous recherchez? Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté sur un budget? Est-ce que c'est une question qui te choquerait? Non. Est-ce que c'est une question qui vous choquerait, vous, participants? Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça vous choque si on vous pose la question de votre budget? Diana s'est dit non, Frédéric non, Anne non. Béatrice, pas du tout, au contraire. Non, il n'y a personne qui est choqué quand on lui pose la question du budget. Et voilà. Parfait. Hein. Parfait. Il y a Florence qui dit ça dépend du produit. Ça dépend du produit. Alors, Florence, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Entre-temps, il y a Dominique qui dit qu'il est dans l'immobilier et c'est une de ses premières inquiétudes. Oui. On a besoin de le savoir. Oui. Quand on fait de la vente, on a besoin effectivement d'avoir cette information. Oui. Parce que ça va nous diriger vers une gamme de produits, déjà tout simplement, et parce que ça va nous donner des indications importantes aussi sur la suite. Ça ne veut pas dire pour autant que, d'ailleurs, on respecte le fameux budget, mais encore une fois, il faut avoir une idée de départ, d'accord. Le A, c'est le A de authority. Authority signifie dans un langage courant, est-ce que la personne que j'ai en face de moi a le pouvoir ou pas d'accéder à l'acte de vente seule? Est-ce que c'est cette personne qui va décider ou pas? Exactement. Est-ce que cette personne est décisionnaire ou est-ce qu'elle aura besoin de l'aval d'une autre personne?
On pense par exemple à des personnes qui vivent en couple, quand on parle de particulier, et qui vont peut-être quand même à partir d'un certain montant, devoir peut-être prendre la vie de Vaut leur mieux, hein. conjoint. C'est mieux. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu quelques soucis. Enfin voilà, voilà. Et en professionnel, encore une fois, on va peut-être parfois s'adresser à des acheteurs qui vont prendre de l'information, mais qui fondamentalement n'auront pas la signature du bon de commande. Donc, il faut le savoir, Ouais. c'est intéressant. Ensuite, le N, c'est le N de need. Proprement parler, le besoin. À quel endroit se trouve-t-on dans l'échelle du besoin? Est-ce qu'on est en phase d'étude? Est-ce qu'on est en phase de pré-achat? Ou est-ce qu'on est réellement en phase d'achat? Et puis, le temps. Le temps aussi, le T de time, va nous aider à définir à quel moment, peut-être, il serait bon de reprendre contact avec notre prospect, si tant est que, justement, le besoin en place identifié ne soit pas immédiat. On peut le faire dans un second temps. L'acte de vente, parfois, se fait en plusieurs étapes. Ouais, surtout par exemple si je veux acheter des produits saisonniers, hein, là si je prévois d'installer une piscine dans mon jardin, c'est aujourd'hui que je vais prendre les infos, mais je ne vais pas tout de suite signer les bons de commande, c'est bien ça. Exactement. Donc, il va falloir peut-être justement prendre un maximum d'informations, les collecter et les conserver à un endroit pour pouvoir les réexploiter, peut-être 2 ou 3 mois plus tard. Oui, dès qu'il ne gèle plus comme ce matin, hein. C'est ça. Dès que les premières rayons du soleil reviennent, hop, je vais contacter la personne parce que c'est là il aura réellement envie de sa piscine. Exact. Ok, super. Ben, on a parlé de filtres de communication, juste pour que vous sachiez, hein, gardez bien ça en tête. Il y a, allez, on va dire 100% ce qu'on veut dire, hein, ça représente 100%. Dans cette communication, déjà, revenons sur le principe peut-être de ce qu'est une communication. Simplement, Ouais. d'accord? Posons les choses, tu as raison. Posons les choses. Une communication nous demande d'admettre 3 facteurs en place à chaque communication. Il va y avoir un émetteur, il va y avoir un récepteur, et il y aura entre l'émetteur et le récepteur une zone d'échange. C'est comme avec la radio, hein? Il y a des ondes. Tu sais que tu t'approches de la vérité. Alors, une fois qu'on a posé ces 3 facteurs, commençons à les observer un petit peu. L'émetteur va installer des filtres entre ce qu'il pense, ce qu'il veut dire et ce qu'il dit. Et ce qui est entendu. Attends, on n'y est pas encore. Oui, je suis trop rapide. Tu vas trop vite. Parce que justement, ce qu'on entend se situe dans la zone d'échange. Dans la zone d'échange, on va rajouter 3 filtres complémentaires. À cet endroit, dans la zone d'échange, le récepteur va effectivement ajouter un filtre au niveau de ce qu'il entend, mais pas que. De ce qu'il écoute, mais aussi de ce qu'il comprend. Et ne souffle pas, ce n'est pas fini. Parce que il va ensuite falloir aussi que d'autres filtres agissent, à savoir qu'est-ce que le récepteur va accepter. Et en général, c'est à cet endroit-là qu'il va commencer à construire des dites fameuses objections à la vente. On reviendra à ça un petit peu plus tard. Ce qu'il retient et ce qu'il va faire du message. On vient de visiter les 9 filtres de la communication. Ces 9 filtres, ça a l'air chargé, quoi. Ces filtres et leur fonctionnement sont propres à chaque individu. Et ils sont le résultat, en somme, d'un savant mélange entre les normes, les usages, l'éducation, mais aussi la personnalité, le ressenti, les émotions, et enfin le contexte dans lequel on se trouve. On ne va pas du tout agir ni communiquer de la même manière dans une sphère privée ou dans une sphère professionnelle.
au bout de tout ça, et c'est ce que représente ce que tu mets à l'écran, on va se retrouver avec un message qui arrive amoindri et condensé. Alors, pour éviter tout malentendu ou les incompréhensions qui vont peut-être nuire à l'acte de vente, on va engager quelque chose qui s'appelle la reformulation. Donc, ce que vous voulez dire, ça représente 100%. D'accord? Et finalement, ce que la personne en face de vous, c'est qu'il répercute, c'est 10%. Ce qui retient, c'est à peu Ah, près ça. Alors, bon, pourquoi pas dire que les 10%? Parce que souvent la même logique mathématique, si on ne partait qu'avec 10%. Bah, oui, effectivement, on ne pourrait pas être sûr que les 10% ils seraient tenus aussi. Non, mais je rigole. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous ayez en tête. Et c'est comme tu disais, il faut chaque fois s'assurer que le message que je veux émettre ou que j'ai sorti, qu'elle est bien comprise, puisqu'on ne retient que 10%, ce qui est quasiment rien. Et donc, du coup, il faut toujours s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre client. Exactement. Ensuite, aussi, toujours avoir à l'esprit que dans un acte de vente, on va tour à tour se trouver en situation soit d'émetteur, soit de récepteur. Et c'est pour ça que cette fameuse phase qui va suivre de reformulation est importante. Nous aussi, quand on est dans notre acte de vente, on se trouve en situation de récepteur. On peut être gêné par du bruit alentour, on peut être gêné par quelque chose qui attire notre attention, on peut être parasité quelque part par des choses qui nous viennent. Et en somme, voilà, il est nécessaire vraiment de s'assurer d'avoir bien compris. Donc, comment on va faire pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde? Ah ben tiens, je vais poser une question. Qui est-ce à qui est déjà arrivé que la personne en face de vous n'a pas compris ce que vous voulez dire, et est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous vous êtes exprimé et le vendeur, il a absolument pas compris ce que vous voulez? Je serais curieuse d'avoir la réponse. Mais en attendant, on va partir sur la prochaine étape, c'est la troisième étape. Et ça, c'est la reformulation. Hein. Oui. En fait, la reformulation, c'est ça qui va nous permettre de s'assurer qu'on s'est bien compris. C'est ça. Ça va. La reformulation et surtout la technique de l'écoute active aura deux vertus. La première, c'est de prouver à notre client ou à notre prospect qu'il a été écouté, ce qui ne va finir ce qui normalement finira d'engager sa confiance. L'écoute, c'est une forme de respect. Le respect va l'amener à considérer que nous sommes réellement intéressés, et ce, de manière authentique. En toute définition, il va réussir à nous livrer de plus en plus d'informations, encore une fois, qu'on pourra utiliser par la suite. Donc, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est encore une fois de s'assurer qu'il ne reste pas ni de malentendus, ni de mauvaise compréhension quant à son besoin. Et on pourra ensuite voir l'importance que ça a au niveau de la décision d'achat. Et enfin, comme on est aussi un petit peu malin quand on réalise tout ça, on sait que la reformulation peut aussi nous amener via l'écoute active sur de la vente additionnelle. Alors, juste, je t'interromps, ça fait 2 fois que tu parles d'écoute active. Oui. Tu peux faire une ou deux petites explications là-dessus? Oui, l'écoute active, c'est une posture commerciale. Alors, l'écoute active, d'abord, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en lumière par un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers, et qui est étudié et qui, normalement, est utilisé en psychologie et dans le développement personnel. Et le secteur vente s'est réapproprié, justement… il faut beaucoup de psychologie quand on vend. Hein. un petit peu en général, mais plutôt utile. En revanche, on va vraiment utiliser l'écoute active d'un point de vue technique de vente pour inciter le client à en dire davantage.
Donc, l'écoute active, c'est se mettre en posture d'intérêt privilégié pour notre client ou notre prospect. À savoir, il est en train d'expliquer son besoin et on va juste se contenter de une sorte de petite onomatopée, en fait. On n'intervient pas réellement. On laisse parler, On mais laisse parler. et avec les On laisse petits. parler. Et le silence, en fait, fait partie de l'écoute D'accord, active. ok. Le silence va inciter notre interlocuteur à en donner davantage. On peut aussi jouer sur le rebond. Oui, vraiment. Et on le fait s'engager davantage dans ses explications. À chaque fois qu'il va nous en donner davantage, on trouvera de quoi pouvoir construire nos arguments. D'accord, ok. Voilà. Donc l'écoute active, finalement, tout le monde peut C'est le à la pratiquer, portée, c'est pas c'est à la compliqué. C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, notre petite enquête? Ah oui, Anne, désolée, hein, elle, ça lui arrive souvent, hein, qu'elle se sent mal compris. Bon, Anne, Ouais. changer les magasins peut-être. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Et donc, si on est dans une écoute, dans une posture d'écoute active, Oui. il faut avoir en tête qu'on part toujours du client. Toujours. Et pas toujours? Ah si, toujours. Ah, ok. Si, toujours. Oui, ok, toujours. Et pas du produit et du service. Donc là, c'est vraiment le client qui doit être au cœur de nos interrogations. C'est bien ça. Le client est central. Ben oui. Le client est central. C'est lui qui va tout de même acheter. Mhm. Les caractéristiques produits, on les maîtrise. Si on vend quelque chose, on doit en connaître les caractéristiques et être finalement propre à orienter un client vers un produit qui va lui correspondre. Mais si le client avait juste besoin de caractéristiques techniques, ça se saurait. Il n'y aurait plus personne en magasin, tout le monde serait derrière son écran pour acheter en e-commerce. Or, c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, un acheteur va débuter systématiquement sa recherche par l'Internet, les sites ou les avis de consommateurs. Pourquoi est-ce qu'il se déplace en magasin? Parce qu'il veut avoir un contact, il veut qu'on l'écoute. Parce qu'il a besoin. Il en a besoin. C'est de l'humain. Ben oui. Qui est-ce qui a envie qui est-ce qui a envie de communiquer, et encore je les mets entre parenthèses parce qu'on ne communique pas, enfin, hein, avec un truc, avec un ordinateur, c'est pas si drôle que ça. La proposition finalement du produit va se faire en fonction de toutes les informations qu'on va collecter. Oui, parce que la question, c'est quand même, moi, je veux vendre mon produit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas dit un mot sur mon produit. Hein, et je suis dans les starting blocks, j'attends, j'ai envie de parler de tout ce que je veux vendre, tous mes produits qui correspondent à... Enfin bon, et je n'ai toujours pas parlé de mon produit. Hein. Donc là... Tu vas y arriver, tu vas y arriver lorsque justement tu vas arriver sur cette phase dite de proposition ou finalement, tu vas le diriger vers le produit. D'accord. Alors, j'ai Christine qui dit « Écoute active, comment faire si certains clients ne veulent pas se livrer et parler ?» Tiens, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très, très bonne question. C'est compliqué, effectivement, d'échanger et de pratiquer l'écoute active avec un client qui refuse de parler. En même temps, si un client refuse de parler, et qu'on réinterroge justement notre bande. À quel endroit on situe notre client dans son acte d'achat? Un client qui refuse de parler, c'est aussi peut-être un client qui est sur la réserve, qui reste encore sur la défensive. Il va falloir peut-être continuer à engager la relation vers la confiance. Mais d'expérience, un client qui refuse de parler, pas forcément un client qui amène des signaux positifs.
on va dire presque à Christine, ne vous épuisez pas avec ces clients. Vous aurez très peu de chances de conclure la vente, c'est ça? On va peut-être suggérer à Christine de considérer ce silence comme un signe qu'il faut mesurer et peut-être proposer au client très aimablement de se revoir plus tard. Quand il est plus Disponible. disponible. Oui. Peut-être qu'à ce moment-là, ça peut ouvrir le client à en dire davantage. D'accord. J'espère que nous avons répondu à votre question, Christine. N'hésitez pas de nous interroger et de nous poser toutes les questions. Donc, on a fait la reformulation et youpi, enfin, on peut parler de mon produit parce que moi, je veux vendre mon produit et jusqu'à maintenant, on arrive à la 4e étape et j'ai toujours pas parlé de mon produit. C'est bien ça. C'est ça. Et j'ai envie de te dire que à ce moment-là, il va falloir continuer. Encore mettre le client au centre de tout ça. De toute façon, les clients doivent toujours être au centre. On a bien compris, il faut que vous ayez en tête que les clients doivent être au centre de votre préoccupation. À cet endroit-là, et pour pouvoir justement illustrer l'importance de continuer à parler du client au moment où on propose le produit ou le service, c'est une petite stat qui explique que 76% des acheteurs attendent de leur interlocuteur une expertise produit et des conseils personnalisés pour engager leur acte de vente. Donc, je ne peux pas avoir une argumentaire de vente dans ma tête que je défile comme ça à tout le monde. Absolument. C'est pas possible. C'est en tout cas quelque chose qui risque d'être plutôt un handicap pour aller plus loin au niveau de la vente. Et après avoir justement eu des informations, autant s'en servir. On va pouvoir, parce qu'on a réussi à bien discerner le besoin, le diriger vers ce qui l'intéresse, et parce que justement on a réussi à dessiner un profil, amener des arguments en lien avec le produit qui vont lui correspondre. D'accord, donc il faut construire un alimentaire de vente qui soit personnalisé, et tiens, comment on va faire alors? Comment on va faire et si on se projetait par exemple dans un magasin, dans une unité commerciale qui vend de l'équipement, des biens d'équipement pour la maison. Aussi bien du mobilier que de l'électroménager, que TV, IFI, vidéo. En ce moment, de personnes qui se déplacent dans ce type de commerce. Et on voit arriver sur un rayon TV, IFI, quelqu'un qui s'intéresse à un nouveau téléviseur. Ok. Donc, tu as compris. Et par quoi tu commences, Anne-Laure, dans ton questionnement? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi vous commenceriez? Oui, quelle sera la première question que vous allez poser à votre client? On pourrait demander quelle taille il souhaite, quelle technique il souhaite. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas trop. Les télés, moi non plus, c'est pas des spécialistes. Mais ça, on pourrait demander aussi pour quel usage. Est-ce que c'est pour regarder la télé ou est-ce que c'est pour, je ne sais pas moi, des jeux, des choses comme ça? Exactement. On est exactement à cet endroit-là. On pourrait aussi déjà commencer par demander si c'est pour la personne elle-même, si c'est pour réaliser un cadeau. Oui. On sait qu'on n'agira pas de la même manière en fonction de si l'achat se trouve être pour nous ou s'il se trouve être pour quelqu'un. Ça vient nous orienter. Est-ce qu'on a des réponses encore? Non, il n'y a personne qui posera une question à son client. Bon, c'est vu. Bon, d'accord, très bien. Merci, bonjour, au revoir. Merci de votre aide. Donc on va peut-être effectivement commencer par observer
ce client sous l'angle, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Très bien, on va obtenir des réponses. On va Et, demander peut-être s'ils sont déjà regardés un peu, s'ils ont pris des exactement, informations exactement. à droite ou à gauche. Où ils en sont finalement, on Oui. reprend le bon temps en Mhm. fait. Est-ce qu'ils disposent d'un budget? Oui. Est-ce que l'achat peut être réalisé aujourd'hui si monsieur ou madame se trouve seul ou Pour pas? quand il est Pour prévu, ouais. quand? Voilà. Est-ce qu'on est réellement sur un besoin de téléviseur, par exemple, hein, puisqu'on est parti sur le téléviseur, ou est-ce qu'on hésite encore avec un autre produit? Donc là, on va venir réinterroger aussi le fameux besoin en place Mhm. et cet achat. Est-ce que maintenant ou plus tard? On va déjà pouvoir commencer par visiter Mhm. ça, aussi s'interroger sur ce qu'ils ont aujourd'hui comme téléviseur, depuis quand, Mhm. ce qu'ils attendent comme technologie. Et puis, puisqu'on en est à parler de téléviseur et qu'on dit qu'il faut, qu'on s'interroge aux besoins sur le produit, mais aussi sur le profil du client. Très bien. Est-ce que vous êtes cinéphile? Oui, très bien. De quel type de film raffolez-vous? Qu'est-ce que vous regardez le plus fréquemment alors? Oh, moi, je rigole pas beaucoup. On va dire que c'est une fan de Star Wars, hein. Un fan de Star Wars, magnifique. Bah oui, attends. À y être dans les étoiles. Voilà. Bon, donc c'est un fan de Star Wars. Eh ben, imaginons effectivement à ce moment-là que dans notre argumentaire de vente, par exemple, on va peut-être arriver sur… alors, Star Wars, hein, si je situe, ce sont quand même des films, parce que beaucoup de films liés à Star Wars, où on a beaucoup de fonds sombres. Mhm. Et on va peut-être pouvoir appuyer, par exemple, sur les possibles contrastes liés à l'écran visé. Donc, on va peut-être parler de la technologie. Alors, attends que je me rappelle un petit peu, on est sur du Full HD ou du 4K. Là, tu me parles chinois. Qui vont déterminer effectivement la puissance des contrastes Mhm. possibles sur l'écran. D'accord. Voilà. Et on va continuer comme ça à orienter nos arguments en fonction peut-être des informations qu'on a collectées. Si par exemple, dans l'explication ou dans les réponses qu'on a pu obtenir, notre fan de Star Wars nous a expliqué qu'il était en train d'hésiter finalement sur un modèle qui possède un pied central ou sur un modèle qui a deux pieds latéraux. On va peut-être essayer de s'interroger à cet endroit-là. Pareil, la méthode de l'écoute active. Donc, et en même temps, on reformule, en même temps, on applique la méthode de l'écoute active. Donc, si je décortique un petit peu la façon de faire, la phase reformulation, vous m'aviez expliqué tout à l'heure, hésiter encore entre un modèle possédant un pied central et un modèle possédant deux pieds latéraux. Et là, je vous dessine les points de suspension qui concernent finalement l'écoute active. Voir, utilise le silence et cette phrase en suspension pour inviter le client à m'en dire davantage. D'accord. Voilà. Et peut-être que à cet endroit-là, il pourrait nous expliquer que oui, effectivement, les IT, parce que le meuble sur lequel aujourd'hui est posée la télévision n'est pas très très large, il a aujourd'hui un pied central, mais que le meuble n'est plus tout à fait récent et qu'il aimerait peut-être refaire un ensemble dans son salon. On pourrait lui présenter un qui s'accroche au mur. On peut Hein? effectivement aussi leur… En tout cas, à cet endroit-là, on est vraiment dans l'écoute active et dans l'intérêt sincère. On implique le client dans sa vente et on lui amène un conseil qui se veut être bienveillant, en tout cas. Et quand je vous parlais tout à l'heure de vente additionnelle, cette fameuse écoute active va pouvoir, à un moment, nous amener peut-être à lui proposer un meuble supplémentaire en plus de la télévision, en fonction du modèle qu'il choisira. D'accord. Mais entre-temps, à la question, quelle sera la question que vous poserez à votre client? Dominique, elle nous dit, quel est votre projet? Elle dit, je demande ça souvent parce que ça engage la conversation. Tout à fait. Hein. Et Christine, elle dit, oui, je lui demanderai en première, est-ce que c'est pour vous? Oui, parce que
le budget, c'est souvent pas le même. Et quand on a, même si on a un budget, mais quand on fait un achat plaisir, bah, ce budget, on le sait tous, hein, souvent n'est pas forcément respecté. Exact. Alors que pour un cadeau, c'est plutôt respecté, on dirait. Alors, ça va réellement dépendre du profil du client en place. On a étonnamment vraiment deux comportements identifiés à cet endroit-là. Ceux qui vont plutôt se restreindre lorsque c'est pour eux et qui vont complètement se lâcher si c'est un cadeau, OK. et vice-versa. Oui, donc il n'y a pas moite quoi. Tout, voilà, bon, ben, hein? Mais on creuse, Ouais, on voilà. creuse, on creuse. L'argumentaire, en toute logique, donc, va se construire au fur et à mesure. Et reprenons donc nos fameux filtres de la communication à l'endroit où notre récepteur va installer ces filtres en lien avec ce qu'il accepte, qu'il retient, ce qu'il en fait. C'est à ce moment-là que naissent dans l'esprit de nos consommateurs les fameuses objections à la vente, tant redoutées par nos équipes commerciales. Oui, je sais, c'est le moment le moins simple finalement, mais Faut passer par là, de toute façon. j'aurais presque envie de dire que il est nécessaire de passer par là. Alors, en premier lieu, j'explique toujours quand je suis face à des équipes de vendeurs et qu'on aborde ce sujet que c'est naturel d'avoir des objections et les filtres de la communication viennent finalement l'illustrer. J'ai aussi envie de préciser que l'objection, c'est un signe d'intérêt. Quand on considère l'objection comme un signe d'intérêt, on ne le voit plus comme un obstacle à la vente, mais plutôt comme l'occasion d'amener davantage de précision, voilà, d'avancer davantage dans la découverte des besoins, dans les argumentations. Et une objection, ça se traite impérativement une par une. Alors, Ce que j'allais demander, hein, quand est-ce que je la traite? Est-ce que je les laisse tous venir et puis je les traite à la fin? Ou est-ce qu'une objection, un traitement… est-ce que déjà on est face à quelqu'un qui est seul ou est-ce qu'on est face à un groupe de personnes et auquel cas ça risque d'arriver en masse? Une à la fois parce qu'il va falloir qu'on mobilise le cerveau sur chaque objection, sachant que j'ai un acronyme, encore une fois à cet endroit-là, que j'aime bien formuler, c'est l'acronyme, ce qui se porte bien à l'étape de la vente, assez. C'est-à-dire que le vendeur… Parfois, on a envie de dire ça, hein, mais bon, on ne va pas les dire, c'est ça? C'est pour ça que je l'utilise, le fameux assez. C'est assez, c'est A, mais A, c'est. Accueillir l'objection parce qu'il faut l'accueillir, il faut l'entendre, il faut l'accepter. Le C de creuser. On va interroger le client. Pourquoi cette objection à ce moment? Qu'est-ce qui vous fait penser que, à quel moment pensez-vous… Enfin, on va en chercher davantage sur l'objection. On va de nouveau argumenter, puis on va contrôler que notre argument a fait son effet. Et comment on va contrôler du coup? Reformulation. D'accord. Valider qu'on va à cet endroit-là venir essayer en tout cas de collecter soit des hochements de tête, soit de la validation, soit on interroge. Il y a des phrases tests aussi, hein, enfin des phrases type, pas test, des phrases type comme est-ce qu'on est bien d'accord sur ce point-là, par exemple, c'est bien ça. Exactement. D'accord. Mais on peut aussi engager le client un petit peu, orienter la question. Vous êtes d'accord avec moi sur le fait que… Ça implique dans toujours ce qu'on veut dire. Alors, est-ce que pour tout le monde, la proposition et la négociation, c'est quatrième point, est-ce que vous aviez des remarques là-dessus? Est-ce que c'est clair pour vous? Ce qui est important, c'est que vraiment, j'appuie là-dessus, que après chaque objection, que vous vous assurez que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça, c'est vraiment… et il faut le faire tout de suite. Parce que si vous ne le faites pas tout de suite, ben vous loupez peut-être le moment qu'il faut pas louper.
et vraiment vous assurer que le client, il se sent compris et que vous avez bien traité son objection à ce moment-là, parce que c'est ça qu'il attend. On est bien d'accord. Oui, oui, et surtout avoir en tête presque qu'il faut aller en rechercher. S'il reste une objection, on ne peut pas finaliser la vente. Alors, autant le savoir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il vous reste des questions? Oui, oui. Oui, parce qu'on est là pour le traiter et on veut quand même conclure la vente. Hein. Et donc là, on arrive sur le 5e point. Donc, ça va être le dernier point de notre webinaire de ce matin. La dernière point, c'est la conclusion. Donc, enfin, on arrive à la conclusion parce que le processus de vente, c'est pas si simple que ça. C'est pas aussi rapide qu'on peut le croire. Mais la grosse question, c'est que comment on va conclure, comment on va le faire. Mais normalement, si on respecte toutes les étapes, ça marche à tous les coups. D'accord, ok. Merci. J'aimerais dire oui. Qu'est-ce que j'aimerais dire oui. Alors, si on respecte toutes les étapes et que tout s'est bien passé, on va considérer que si la vente n'aboutit pas cette fois-ci, rien n'empêche qu'elle aboutisse une prochaine fois, encore une fois. Si le client a eu un accueil sympathique, que tout s'est très bien passé, qu'il a obtenu des conseils personnalisés, mais que ce n'est pas le moment. Ouais. Peut-être qu'il reviendra aussi au moment où ça le sera. En revanche, si nous n'avons pas respecté les étapes en question, que nous n'avons pas mis en œuvre pour être bienveillants, chaleureux au moment de l'accueil, n'a pas réellement eu un intérêt sincère sur le besoin qu'on a soufflé, comme le disait tout à l'heure. On est quand même fort à parier que la personne ne repassera plus jamais finalement le pas de porte. D'accord. Donc, dans tous les cas, les conseils qu'on peut donner, c'est qu'il faut respecter 5 étapes. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Hein. Mais c'est ça le jeu. Hein. Et comme il disait Winston Churchill, le succès, c'est de se promener d'échec en échec, tout en restant motivé, parce que, comme tu dis, ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marche pas avec ce client-là, ça sera peut-être pour après-demain ou avec un autre client. Donc, il faut persévérer et il faut respecter ces étapes-là. Et puis, à un moment donné, ça va porter ses fruits. Ça fonctionne pas tout de suite. Il va falloir s'entraîner un peu. Il faut simplement que vous ayez toutes ces étapes en tête. Et après, ça ira, il n'y a pas de raison. Un petit peu de préparation. Et puis s'amuser, j'ai envie de dire. S'amuser, c'est aussi, par exemple, se promener d'échec en échec tout en restant motivé. C'est vraiment très, très bien trouvé sur l'attitude commerciale à conserver. Amusez-vous, prenez du plaisir dans ce que vous faites, et en particulier lorsque, au moment de cette fameuse conclusion, vous réussissez à sortir le fameux argument joker. Ah oui, raconte-moi. J'en ai pas parlé encore de l'argument joker, mais la vente, c'est quand même un jeu d'échecs. C'est bien d'avoir un peu d'avance aussi. On a préparé notre phase argumentaire, on a pris plein d'informations et on sait qu'il va y avoir un argument qui va peut-être pouvoir peser davantage au moment de la conclusion. On sent que le client hésite. On a les signaux d'achat. On voit qu'il commence à changer. Alors, les signaux d'achat, c'est simple. Hein. On commence à avoir un client qui commence à pinailler davantage. Il revient sur des objections qui ont déjà été traitées. On sent qu'il se passe quelque chose. À ce moment-là, on va reprendre calmement, en fait, la fameuse sensibilité qu'on aura pu observer à l'égard des arguments énoncés. Et on viendra le dernier. Celui qui ne peut pas refuser. Celui qui va se dire finalement, mais oui, en fait, ça y est, je lâche. Je sors finalement de ma réserve et je me fais plaisir. Ça pourrait être, par exemple, alors reprenons notre fan de Star Wars. À propos de leur
Je te l'ai dit que le téléviseur que tu regardais, il était doté de la technologie HDR. Tu sais ce que c'est que la technologie? Pas du tout. Tu sais pas, Mais hein? alors, pas du Non. tout. Mais la technologie HDR, Anne-Laure, c'est la technologie qui est au service du pixel. Elle va augmenter et la luminosité et la couleur. Imagine ce que ça va donner quand tu seras dans ton salon. Alors, tu es prête à monter avec Luke Skywalker dans son vaisseau et aller affronter l'étoile noire ou Ah pas? oui, donc ça, c'est un argument joker. On l'avait conservé. Ok, d'accord. Donc, il y a Nadia, non, Naya, pardon, qui m'a dit comment convaincre les clients à acheter. Ah, alors, comment le convaincre Alors, faut-il convaincre? Faut-il convaincre? C'est déjà Absolument. peut-être- Je ne suis pas certaine qu'il faille vraiment Hmm. convaincre. Si on a de réels freins en place, il va falloir essayer de les comprendre, ces fameux freins, Naya. On ne peut pas aller contre le client, il faut toujours, encore une fois, rester dans une attitude positive et qui lui reste agréable. Hmm. On va questionner, mais on ne va certainement pas aller chercher à devenir intrusif. Ouais. S'il reste des freins, il n'a pas forcément réussi à les lever immédiatement, proposons-lui de se revoir plus tard. Peut-être qu'il a besoin Tu prends le temps de réflexion, c'est ça? le temps de réflexion. Est-ce qu'il est vraiment sur le point d'acheter? Est-ce que justement les objections qu'il émet sont réelles, ou est-ce que vous ressentez que c'est finalement des objections prétextes? On ne se bat pas contre des objections prétextes. C'est quelqu'un qui n'est pas encore là au moment de son achat. Il faut avoir, il faut avoir patience. Il faut avoir la patience, il faut avoir le recul, il faut rester professionnel surtout et inciter peut-être à revenir ou à laisser des coordonnées, peut-être qui vont me permettre de reprendre le lien. Est-ce qu'il va les rassurer aussi en se disant, bon, ben ok, elle sera là ou il sera là plus tard quand je reviendrai. Tout à fait. Donc, revenez me voir quand vous êtes prêt. ouais. Ou est-ce que vous souhaitez peut-être obtenir de la documentation supplémentaire ou est-ce que je peux prendre vos coordonnées, vous tenir informé? Enfin, des choses comme ça. On est dans la relation. Donc, Naya, désolé, pas de technique et pas d'astuce. Pas de recette miracle en tout cas. On gère de l'humain et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est bien l'humain. Ok, on arrive à la fin de notre webinaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé aussi nombreux ce matin. Si vous avez encore des questions, c'est maintenant. Vous trouvez aussi un replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Nous étions ravis de t'accueillir ce matin. Merci beaucoup, Muriel. Merci à vous tous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous souhaite une super bonne vente. Bonne vente. Peut-être au prochain webinaire, nous serons ravis de vous avoir à nouveau avec nous. Très bonne journée, couvrez-vous, il fait toujours très froid. Mais bon, c'est l'hiver. C'est ça. Et passez de très bonnes fêtes, on approche maintenant. Voilà. Bonne fête à tous et bonne journée. Bonne journée, au revoir.